de quoi pouvoir avoir une idée complète et précise de la question. Donc pour cela, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Olivier Forlin, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Grenoble-Alpes, qui est membre du laboratoire Lucie, et donc qui est spécialiste de la question du régime fasciste, des régimes fascistes et du régime fasciste italien en particulier. Il a soutenu et publié sa thèse au début des années 2000 qui portait sur les intellectuels français et italiens de 45 à 55. Lors de ces recherches se poursuivent aujourd'hui, s'inscrivent dans le champ de l'histoire politique, mais pas que, également dans le champ de l'histoire culturelle, de l'histoire des relations franco-italiennes au 19e, 20e. Et parmi ces nombreuses publications, on va en citer que deux, les deux dernières. Olivier Forlin a notamment publié Le fascisme, historiographie et enjeux mémoriels aux éditions La Découverte et L'idée nationale en Italie, du processus d'unification au déchirement de la guerre civile aux éditions Lamartine. Donc avant de céder la parole à Olivier, je vous rappelle, mais vous commencez peut-être à avoir l'habitude, je vous demande de couper vos micros et vos caméras. Pour cette conférence, les questions seront compilées par mes soins et Olivier Forlin y répondra à la fin de sa communication. Voilà. Olivier, je te cède la parole et nous t'écoutons avec plaisir pour environ une petite heure, si tu le veux bien, avant d'avoir un temps consacré aux questions. Merci encore. Bien. Bonsoir à toutes et tous. Je tiens à remercier les deux organisateurs, chevilles ouvrières de ces conférences, et qui m'ont permis de participer et de faire une intervention. Je remercie Rosen Charpin et puis Florent Mézin que vous venez d'entendre. Donc effectivement, je vais vous parler de l'Italie fasciste à la fin des années 30, la politique extérieure d'un régime totalitaire, et je vais développer un questionnement autour des liens. Je vais mettre en rapport les liens entre la nature du régime fasciste et sa politique extérieure, qui a été marquée notamment par l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale en juin 1940. Et je vais essayer au cours de cette heure de vous montrer que ces liens entre nature du régime et politique extérieure ont été très étroits. En effet, le fascisme italien est un régime totalitaire, même s'il a été une forme singulière de totalitarisme. Il existait une voie italienne, et là je reprends la formule d'Emilio Gentile. Et je suis en train donc j'ai préparé un PowerPoint, mais je suis en train de me rendre compte, voilà, si c'est bon, j'arrive à faire avancer le PowerPoint. Voilà, donc je reprends la formule de l'historien italien spécialiste du fascisme Emilio Gentile, qui a parlé de l'existence d'une voie italienne au totalitarisme. Donc le fascisme italien a bien été un régime totalitaire. Or, la dimension totalitaire du régime fasciste a déterminé en grande partie sa politique extérieure, même si, bien sûr, le régime fasciste a aussi repris des ambitions et des objectifs qui étaient ceux du régime précédent, le régime de la monarchie constitutionnelle. Donc le fascisme a repris à son compte des ambitions et des objectifs qui étaient nationaux, italiens, mais le fascisme a également imprimé sa marque à la politique extérieure de l'Italie. Il a imprimé sa marque parce qu'il a eu des projets et des ambitions proprement fascistes. Il faudrait que quelqu'un coupe son... Ouais. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Désolé, Olivier. Donc voilà, c'est pas grave. Donc le régime fasciste a également imprimé sa marque à la politique étrangère de l'Italie. Il a eu en effet, ce régime fasciste, des projets et des ambitions qui lui étaient propres. Il a mis en œuvre dans le domaine des relations internationales des méthodes nouvelles. Et puis il a eu une politique extérieure qui a été sous-tendue par une idéologie qui a été élaborée par le fascisme
Et ce furent là autant de caractéristiques qui ont été déterminées par la dimension totalitaire du fascisme. Alors pour répondre à ce questionnement autour des liens entre nature du régime fasciste et sa politique extérieure à la fin des années 30, je vais revenir, je verrai trois thèmes. Je vais revenir sur la dimension totalitaire du fascisme parce qu'elle ne va pas forcément de soi. J'analyserai ensuite ce qu'on appelle, au cours de la période qui va de 1936 à 1940, j'analyserai ce qu'on appelle l'accélération totalitaire qui a été donnée au régime fasciste par Mussolini et qui a conduit, accélération totalitaire qui a conduit à l'entrée en guerre au mois de juin 1940. Et puis, dans un dernier temps, je verrai qu'en dépit de ces ambitions, de ce durcissement totalitaire, de cette politique extérieure agressive, nous verrons qu'en 1940, on a un régime fasciste qui n'avait pas les moyens de ses ambitions. Premier point, donc, le fascisme italien, un régime totalitaire. Et, je le disais, ça n'a pas de soi. Cette association entre fascisme italien et totalitarisme, parce que la dimension totalitaire du fascisme italien, elle soulève un paradoxe. En effet, les adjectifs total et totalitaire ont été employés pour la première fois pour qualifier la politique du fascisme à partir du milieu des années 20, à partir de 1924 exactement, et cet adjectif totalitaire, a été employé par des opposants au régime de Mussolini. Donc ça veut dire qu'on a inventé, alors pas le terme de totalitarisme, mais l'adjectif total ou totalitaire a été inventé pour qualifier le régime fasciste de Mussolini dès 1924-1925. Alors ces opposants au régime de Mussolini, c'était des démocrates, des libéraux démocrates, donc des gens de centre-gauche. Il y avait aussi parmi eux des démocrates chrétiens et qui avaient bien pris conscience que le régime fasciste était un phénomène politique totalement inédit, puisqu'il s'était aperçu qu'il cherchait à détruire les institutions démocratiques italiennes et qu'il avait aussi l'ambition d'imposer son idéologie à tous les Italiens. Bon, je citerai deux noms. Celui qui est sans doute l'inventeur de l'adjectif total ou totalitaire, c'est Giovanni Amendola, qui est un journaliste libéral-démocrate, on voyait de centre-gauche, et c'est sans doute lui qui a été le premier, c'est sous sa plume qu'on trouve la première occurrence de l'adjectif totalitaire. Il l'a employé dans un journal qu'il dirigeait, qui s'appelle Il Mondo, en 1924. Je citerai l'un peu plus connu Luigi Sturzo, qui était le leader du premier parti démocrate chrétien italien, qui s'appelait le Parti populaire italien, qui lui aussi donc, a qualifié de totalitaire le régime fasciste. Il a parlé de son esprit totalitaire en 1925. Donc, un adjectif utilisé en premier lieu par les opposants au régime fasciste, et puis ensuite le mot a été repris par les autorités du régime et par Mussolini, à commencer par Mussolini lui-même, qui a parlé à propos de l'État fasciste d'État total. Donc, si vous voulez, le terme a été repris fièrement, si je puis dire, par les autorités fascistes, en particulier par Mussolini. Mais, donc on parle d'État total, d'esprit totalitaire, etc. On utilise donc comme adjectif, mais il n'y a pas de réflexion. Maman, tu expliques pour oui, je vais acheter du jambon. Maman, elle a acheté du jambon. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Il y avait encore des micros, il y a encore des micros allumés. Si vous pouvez, voilà, les couper, merci. Donc, il n'y a pas de réflexion jusque-là sur le concept de totalitarisme. Il faut attendre les années 30 et l'arrivée au pouvoir du nazisme de Hitler en 1933. Et vous le savez, rapidement, le régime nazi a fait rapidement écran au régime fasciste parce que ce régime nazi a une dimension totalitaire beaucoup plus affirmée. Il a eu un usage accru de la terreur, de la violence politique, etc. Et du coup, ce sont des opposants au nazisme, des opposants au nazisme souvent d'origine juive. Donc, ils ont dû quitter l'Allemagne, ils ont dû fuir l'Allemagne, souvent s'exiler aux États-Unis. Et ce sont eux qui ont développé la réflexion sur le concept de totalitarisme et qui l'ont appliqué prioritairement au régime nazi
Et donc ça, ils ont commencé à le faire à partir de la seconde moitié des années 1930. Et puis, alors, ils l'ont appliqué au régime nazi, et puis, à la fin des années 30, ils se sont mis aussi à l'appliquer au régime stalinien. Parce que, bien sûr, il y avait eu la grande terreur, les procès de Moscou, les purges de Moscou en Union soviétique en 36-38. Et donc, ils se sont mis à faire une comparaison, si vous voulez, entre les deux régimes hein, qu'ils considéraient comme totalitaires, parce que perpétrant une terreur d'ampleur. Voilà, ils ont réfléchi sur le concept de totalitarisme à la fin des années 30. Alors là, je citerai deux noms. Et vraiment, ce sont les premiers à commencer à définir le concept. Alors, il s'agit de Franz Neumann. Donc voilà, exil d'Allemagne après 1933, il se réfugie aux États-Unis. Et il a publié, vous voyez, en 1942 aux États-Unis, un ouvrage qui est resté alors assez célèbre par son surtitre, un Behemoth. Voilà, il a comparé le régime nazi au monstre biblique, un Behemoth, et sous-titre, un structure et pratique du national-socialisme. Et puis je citerai, alors c'est un homonyme, hein, ils n'ont pas de lien de famille, les deux. Sigmund Neumann, même histoire, hein, il quitte l'Allemagne nazie après 1933 et il se réfugie aux États-Unis où il peut continuer à faire ses recherches et à développer ses réflexions sur entre autres, hein, sur le totalitarisme. Et les deux, alors je ne cite que deux noms, mais il y en a d'autres encore, ils ont eu tendance à exclure. Voilà, ils ont focalisé sur le nazisme, puis sur le stalinisme. Ils ont initié la comparaison entre les deux régimes totalitaires, mais en même temps, et alors que le terme totalitaire avait été employé en premier lieu pour qualifier le régime italien, du coup, le fascisme italien s'est retrouvé exclu de la catégorie des régimes totalitaires chez les deux Franz et Sigmund Neumann. Et puis, vous le savez certainement, cette tendance avait été renforcée par Hannah Arendt, chez Hannah Arendt, qui d'ailleurs s'est appuyée, hein, elle a repris quand elle publie sa synthèse en 1951, bien connue hein, aux États-Unis, les origines du totalitarisme, Hannah Arendt a utilisé des travaux antérieurs, dont ceux des deux Franz et Sigmund Neumann. Et donc cette tendance à exclure le fascisme italien de la catégorie des régimes totalitaires a été renforcée par Hannah Arendt, dont l'ouvrage est paru en 1951 aux États-Unis, les origines du totalitarisme. Et ça, c'est important parce que l'ouvrage d'Arendt est devenu un classique. Et donc, il a été très influent, justement, pour exclure, influent pour développer le concept de totalitarisme, mais aussi pour en exclure le fascisme italien. Alors, exclusion du fascisme italien de cette catégorie des régimes totalitaires, parce que Arendt le dit, comme Neumann, Franz Neumann, oui, le régime fasciste italien, en comparaison du stalinisme ou du régime nazi, a développé, bien sûr, une moindre violence hein, contre ses opposants. Il n'y a pas eu de terreur, de véritable terreur à l'intérieur du pays, contrairement à ce qui s'est passé après 1933 en Allemagne ou dans les années 30 et au-delà d'ailleurs, en URSS. Alors, il a fallu attendre les années, la rénovation des études historiques sur le fascisme italien à partir des années 1970, une rénovation qui a été effectuée sous la houlette d'un grand historien, d'un très grand historien du fascisme italien qui s'appelle Renzo, qui est peu connu, qui est méconnu en France, parce qu'il a été assez peu traduit, hein, ces livres ont été peu traduits, mais il est très important, donc c'est Renzo De Felice, et Renzo De Felice a fait une biographie, alors on qualifie entre guillemets de monumentale, du Duce et de Mussolini, et à travers cette biographie de Mussolini, il l'a faite tout au long de sa carrière, hein, et à travers cette biographie, il a fait l'histoire du régime fasciste. Et donc, c'est dans le 5e volume de cette biographie de Mussolini, dont vous avez le titre sous les yeux, Mussolini il Duce, qui est consacré aux années 36-40. Et vous voyez, ce 2e volume, il le qualifie d'État totalitaire. Donc là, il réintroduit, si vous voulez, le fascisme, le régime fasciste dans la catégorie des régimes totalitaires. Et il parle, à propos, j'en reparlerai hein, de cette notion, à propos des années 36-40, De Felice, c'est lui qui a avancé la notion, il parle de virage ou de tournant totalitaire que le fascisme a imprimé au régime après 1936. Et puis surtout, je l'ai cité au début de mon intervention, c'est Emilio Gentile. Alors, Gentile a été un élève hein, de Felice, et c'est surtout lui qui a placé au cœur de sa réflexion et de ses recherches la notion de totalitarisme
et c'est lui qui l'a appliqué le plus au régime fasciste italien. En effet, pour Gentile, ce n'était pas le cas chez De Felice, pour Gentile, le fascisme est totalitaire dès l'origine. En effet, dès la création des faisceaux de combat, en 1919, Gentile estime qu'on a affaire à une forme nouvelle d'organisation politique. On a affaire à un véritable parti milice qui est discipliné, qui est militarisé. Donc ça, c'est un phénomène nouveau dans la vie politique italienne et au-delà européenne. Parti milice discipliné, militarisé, qui est doté d'un véritable projet totalitaire, dès 19. Projet qui consiste à vouloir créer et fabriquer l'homme nouveau, fasciste, et puis un parti milice qui fait aussi usage de méthodes nouvelles, des méthodes totalitaires, comme l'usage de la violence en politique ou encore l'embrigadement de la population. Alors bien sûr, reconnaît Gentile, et il dit, bien sûr, une fois au pouvoir, le régime fasciste a connu des phases d'évolution, des différentes phases au cours desquelles il a évolué. Il a dû, d'ailleurs, pour arriver au pouvoir, puis ensuite pour y rester pendant les premières années, il a dû faire passer des compromis avec les classes dirigeantes traditionnelles. Il a construit aussi, au début des années 30, ce qu'on appelle un consensus, donc il y a eu un consentement des masses italiennes autour de lui. Donc ça veut dire que le fascisme, et ça c'est vrai, ne s'est pas maintenu au pouvoir par la seule répression, violence politique, il y a eu aussi un assentiment, un consentement d'une partie des masses italiennes au régime. Et puis enfin, le troisième élément, le fascisme a aussi rencontré des obstacles sur la voie du totalitarisme, à commencer, vous le savez, par l'Église catholique, qui a résisté en partie à la mainmise du fascisme sur les esprits des Italiens. Il y avait aussi la monarchie. Je reviendrai, la monarchie est restée en place pendant toute la période du régime fasciste jusqu'en 1943, et les institutions monarchiques sont demeurées en place. Donc ça a été une limite, si vous voulez, au pouvoir, oui, de type totalitaire de Mussolini et des dirigeants fascistes. Mais, vous dites Gentile, ça c'est important, il considère, et je crois qu'il a raison, que la construction de l'État totalitaire est un processus continu. L'objectif de fabrication de l'homme nouveau, c'est aussi un processus continu, c'est-à-dire qu'il conçoit le totalitarisme comme une dynamique, et une dynamique qui n'est jamais achevée. Il reprend l'exemple il prend l'exemple de l'Allemagne nazie et de l'URSS de Staline, même au plus fort de la mainmise de ces deux régimes sur leur société, Allemagne et société soviétique, les deux dictateurs ne sont jamais parvenus à enraciner complètement un système totalitaire, à contrôler complètement les populations, à les embrigader, à contrôler complètement leur esprit. Il y a toujours des formes de résistance, au moins passives. Vous voyez, on n'arrive jamais à mettre la main, un État, un parti totalitaire ne peut jamais mettre la main complètement sur une société. Et donc, quelle que soit la date que l'on prenne, quand on regarde l'Allemagne nazie ou le RSS de Staline, là aussi, le totalitarisme n'est jamais complètement achevé. Donc, c'est le cas aussi du régime fasciste italien. Et là, Gentile s'inspire, entre autres, j'ai cité Zygmunt Neumann, mais je n'avais pas cité son livre, et c'est lui le premier qui a mis le doigt là-dessus. Il parle à propos du totalitarisme de révolution permanente. Donc ça résume bien cette idée, ça illustre bien cette idée du totalitarisme comme d'une dynamique qui est en constante évolution, mais qui ne peut jamais être complètement achevée. Ça, c'est important. Pour comprendre, et ça, c'est vraiment une spécificité des régimes totalitaires, ça explique qu'ils aient recours à la terreur. Ça explique qu'ils aient recours à la persécution de ce qu'on appelle un ennemi intérieur, un ennemi objectif, parce que désigner un ennemi intérieur, développer une terreur contre des opposants, etc., ça permet de mobiliser la population et donc de relancer, vous voyez, d'entretenir, voire de relancer la dynamique totalitaire. C'est ça la conception d'Emilio Gentile, et il l'applique donc au fascisme italien, et je crois qu'il a profondément raison. Donc dans le cas du fascisme italien, même chose. Totalitarisme comme dynamique permanente. Et il nous le dit, si on prend le régime fasciste en 1940, il est bien plus totalitaire que 15 ou 20 ans, que 15 ans plus tôt. Et
Ajouté à cela, il y a eu une accélération ou un tournant totalitaire après 1936 et jusqu'en 1940, et ça a déterminé plusieurs pans de la politique fasciste. Donc c'est ce que je vais voir en deuxième partie. L'accélération totalitaire des années 36-40. Alors, les facteurs. Pourquoi cette... alors que jusque-là, je dirais que l'État totalitaire était construit de manière assez progressive. Là, on a une accélération dans la dynamique totalitaire après 1936. Quels en sont les facteurs? Pourquoi cette accélération? Il faut revenir à la guerre d'Éthiopie, 1935, vous la connaissez bien, la conquête de l'Éthiopie, 1936, ça permet au régime de réaliser ses ambitions coloniales. Et puis, vous le savez aussi, sans doute, ça marque l'apogée du consensus que le régime a construit autour de lui. Les masses italiennes ont soutenu vraiment massivement cette conquête. Vous avez tous en tête les femmes italiennes, hein, les épouses qui allaient donner leur alliance en or pour soutenir l'effort financier du régime dans la conquête de l'Éthiopie. Et ça a des conséquences très importantes sur la politique étrangère d'ailleurs de l'Italie, mais de toute l'Europe. Hein. Vous savez, ça marque le tournant de ce qui va être par la suite ce qu'on va appeler la marche à la guerre. En effet, jusque-là, jusqu'avant l'Éthiopie, en fait, Mussolini se méfiait de Hitler. Il ne l'aimait pas, il le méprisait, il s'en méfiait, et il craignait une Allemagne trop puissante à ses frontières, et c'est pour ça qu'en 1934, il avait fait échouer la première tentative par Hitler d'Anschluss, d'annexion de l'Autriche, en massant des troupes au col du Brenner. Et du coup, pour contenir les ambitions hitlériennes, nazies, l'Italie s'était rapprochée en 1935 des démocraties européennes, de la France et de la Grande-Bretagne, en concluant un front ou en formant un front qu'on appelle de Strezza. Vous voyez, avril 1935, qui regroupait donc France, Grande-Bretagne et Italie et qui était dirigé contre les ambitions de l'Allemagne nazie. Or là, avec l'Éthiopie fait basculer cette situation, puisque la France et l'Angleterre ont condamné la conquête, l'intervention italienne en Éthiopie. France et Grande-Bretagne ont soutenu la politique de sanctions de la Société des Nations, la SDN, contre l'Italie. Et là, Hitler a compris qu'il y avait là une carte à jouer, et lui, au contraire, il a soutenu l'Italie en lui fournissant du charbon, etc. Et donc, c'est à la suite de ce tournant que représente la guerre d'Éthiopie qui a été formé, que se sont rapprochés donc Hitler et Mussolini, que s'est formé le fameux axe entre Rome et Berlin fin 1936. Donc, fin 1936, alliance, rapprochement diplomatique entre l'Italie et l'Allemagne nazie. Donc, les deux dictateurs se rapprochent et ils se rendent visite. Et en particulier, Mussolini se déplace. Il est reçu en Allemagne, à Berlin, en septembre 1937. Il est reçu par Hitler. Et là, au cours de ce voyage, un court séjour, mais au cours de ce séjour, Mussolini a été très impressionné par le régime nazi, par l'enracinement du totalitarisme, par l'avènement d'une nouvelle classe dirigeante nazie, par la mobilisation de la société, et ceci en 4 ans à peine. Là, on est en 1937. Et c'est vrai qu'en 1937, déjà, Hitler avait écarté les élites traditionnelles et les avait remplacées par une nouvelle élite dirigeante nazie. Du coup, de retour en Italie, Mussolini prend conscience que la fascisation, en comparaison de ce qu'il a vu en Allemagne, que la fascisation des Italiens n'est que superficielle, qu'il n'y a pas d'avènement d'une nouvelle classe dirigeante fasciste, que les élites traditionnelles sont toujours en place, et il craint aussi que lors de sa succession, il commence à avoir des problèmes de santé, et il craint que lors de sa succession, les couches dirigeantes traditionnelles ne reprennent les rênes du pouvoir. Les garçons, ça va peut-être pas marcher longtemps. Apparemment, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Apparemment, pas tout le monde a coupé son micro. Merci. Alors, donc, il prend conscience du risque qu'au cas où ils viennent à disparaître, donc les couches dirigeantes traditionnelles reprennent les rênes du pouvoir et va se revenir le régime, va s'évoluer le régime vers un retour au régime libéral antérieur. C'est pour ça qu'à partir de 1937, il va imprimer une accélération totalitaire à son régime. Alors, les aspects, ils concernent à la fois
accélération, c'est-à-dire qu'on a un durcissement et une militarisation du régime et de la société, et ça concerne à la fois la politique intérieure et puis surtout la politique extérieure sur laquelle je m'arrêterai un peu plus longuement. Alors en politique intérieure, quelques éléments quand même. Par exemple, l'embrigadement de la jeunesse s'accentue. Vous connaissez sans doute bien tous les Balilias, qui étaient ces organisations de jeunesse qui permettaient d'encadrer les jeunes et leur donner une formation de type paramilitaire de 6 ans jusqu'à l'âge adulte. Mais là, jusqu'en 1937, les Balilias n'étaient pas obligatoires. Là, désormais, on remplace les Balilias par la GIL, la Gioventù Italiana del Littorio, qui sont alors à la fois qui sont obligatoires et qui sont désormais contrôlés par le parti fasciste. On a en 39-40, on a 9 millions d'adhérents à cette Gioventù Italiana del Littorio. Donc l'embrigadement croissant de la jeunesse avec formation paramilitaire. Il y a des formations de type culturel. On m'a dit qu'il y avait, c'est pour ça que j'ai voulu le signaler, qu'il y avait plusieurs professeurs d'italien, ils seront sensibles à cela, ils le savent, ils connaissent sans doute bien cette histoire. Oui, des réformes de type culturel, et on réforme la langue. Alors ça, c'est aussi la marque des régimes totalitaires de vouloir contrôler, modifier le langage. Les nazis ont fait la même chose. Donc là, on veut remplacer, on interdit le lei, qui est le vouvoiement de politesse. Vous savez, en italien, on utilise la troisième personne du singulier pour le vouvoiement de politesse. Donc on l'interdit parce que ce vouvoiement de politesse, ça rappelle l'Italie bourgeoise, un peu raffinée du 19e siècle. Or, l'homme fasciste nouveau que veut faire surgir le régime, il doit être viril, guerrier, il est issu des masses, et donc il ne doit pas être assimilé au modèle du monde bourgeois, du vieux monde bourgeois du 19e siècle. Donc on impose le tutoiement, qui est plus viril que le vouvoiement de politesse. Et puis alors bien connu aussi, mais je le rappelle, l'adoption de lois raciales. Alors ça c'est alors que jusque-là, le fascisme n'avait pas l'idéologie raciale, n'avait pas ce racisme biologique au fondement de sa pensée. Ce n'était pas le fondement de la doctrine, contrairement au nazisme, qui lui a placé au fondement de sa doctrine le racisme. Donc là, le fascisme italien adopte des lois raciales. Alors d'abord, là aussi, c'est une conséquence de la conquête de l'Éthiopie, parce que, alors, selon De Felice, un historien du fascisme, il y aurait eu une prise de conscience des autorités fascistes du problème, de la question raciale. Et puis, il y a aussi une crainte de la part des autorités fascistes que les soldats italiennes ne lient des relations avec des Africaines. Donc, ils craignaient une descendance métissée. Et donc, contre cela, ils adoptent des lois de ségrégation raciale. Alors, j'ai mis, vous voyez, loi raciale en 1937 en Afrique orientale italienne. Ça concerne l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie. C'est dans la corne de l'Afrique. Donc, oui, des lois de séparation, de ségrégation entre Italiens et puis Africains, notamment des lois d'interdiction des relations conjugales entre soldats italiens et femmes africaines. Et puis, un an plus tard, on transpose, c'est pas tout à fait juste, mais on introduit en tout cas le racisme en Italie. Donc là, développement de mesures, d'abord d'une campagne antisémite, on s'en prend aux Juifs. Alors ça démarre avec un manifeste des savants, qu'on appelle aussi manifeste de la race, qui est publié dans la presse à partir du 14 juillet, la date est facile à retenir, 1938. Et donc, à travers ce manifeste des savants, les Juifs sont définis selon leur appartenance raciale. On s'inspire des lois nazies. Et Juif, celui qui a plus de 2 grands-parents juifs. Je rappelle, ce sera la même chose sur le premier statut des Juifs, sous Vichy, définition raciale. Donc, on est considéré comme juif, y compris si on a 2 grands-parents ou plus juifs, y compris si on n'est pas de confession juive, y compris si on est converti, etc. Et puis c'est suivi à l'automne, en septembre et puis en novembre, par des lois antisémites, qui sont des lois d'exclusion, qui font des juifs italiens, qui pourtant avaient la nationalité italienne, qui en font des citoyens de seconde zone. Ils sont exclus de plusieurs professions, fonctions publiques, professions du spectacle. Ils sont exclus des écoles. Alors ça, pour les juifs italiens. Et puis les juifs étrangers sont invités à quitter l'Italie. Donc là, en 1938, et même si, je précise, parce que même si Mussolini et les fascistes se sont inspirés des lois nazies, c'est bien en toute indépendance et
c'est de la part de leur, c'est issu de leur volonté propre de mettre en place cet antisémitisme d'État. Il n'y a aucune intervention de Hitler pour imposer quoi que ce soit à Mussolini. C'est bien Mussolini et le régime fasciste qui décident d'imposer ces lois raciales. Et ça, je vous le disais, c'est bien la marque du totalitarisme, désigner un ennemi objectif, un ennemi intérieur pour mobiliser, qu'on désigne à la vindicte, pour mobiliser la population et pour faire avancer la dynamique totalitaire, pour enraciner l'idéologie fasciste. Et alors j'avais quelques illustrations parce que cette figure du juif, elle est érigée en contre-modèle de l'homme nouveau. Le juif, il est assimilé au bourgeois parce que les juifs ont été émancipés par l'Italie libérale au moment de l'unité en 1861. Et donc le juif est assimilé au monde bourgeois du 19e siècle. Donc c'est le contre-modèle de la figure de l'homme nouveau. L'homme nouveau, au contraire, lui, il est le nouveau fasciste, il est viril, guerrier, je vous l'ai dit, il est issu des masses. Alors voilà les deux illustrations. C'est à l'occasion de cette campagne antisémite et des lois antisémites a été créée une revue nouvelle, La Défense de la race. Et donc vous voyez, j'ai deux couvertures, l'une d'août 38, pendant la campagne de l'été 38, et l'autre de février 39. Vous voyez en février 39, donc l'étoile de David qui est détruite, et puis la page de la couverture de gauche, on voit le glaive qui sépare d'un côté donc la race entre guillemets, je reprends les termes de l'époque, bien sûr, ce ne sont pas les miens, la race blanche italienne qui est assimilée, on fait des Italiens, on estime que les Italiens appartiennent à la race aryenne, c'est dans le manifeste des savants de l'été 38, et puis de l'autre côté, juifs, et puis les noirs, les africains. Donc, antisémitisme d'État. Et puis, l'accélération totalitaire, elle concerne aussi la politique extérieure. Et donc là, le bellicisme et l'impérialisme du fascisme italien s'accentuent après 1936. Alors, une précision, et ça montre bien que le régime était totalitaire avant 1936, dès après la prise du pouvoir. Dès après la prise du pouvoir par le fascisme en 1922, le régime fasciste a introduit des nouveaux principes, a suivi de nouveaux principes en politique étrangère qui sont liés à sa dimension totalitaire. En effet, la conception fasciste des relations internationales, c'est une conception darwinienne. Les relations selon laquelle les relations entre les États et donc entre les peuples, ce sont des rapports de force qui se règlent par la force et donc par la guerre. Et le plus fort est appelé à dominer les autres. C'est ça la conception, si vous voulez, le socle de la conception fasciste des relations internationales. Et bien sûr, le fascisme a rejeté, dès après 1922, a rejeté tout ce qui était principe wilsonien, le droit de Wilson, du président américain du droit des peuples, principe de la sécurité collective, la SDN. C'est une ineptie pour le fascisme parce que la SDN, elle incite au contraire les États à négocier, donc à éviter la guerre. Et puis la SDN met sur un même pied d'égalité les États membres. Regardez, j'ai une citation pour illustrer mon propos. C'est un discours de Mussolini en novembre 1936. En ce moment où il annonce aux chemises noires de Milan l'alliance qui va être scellée, donc l'axe qui va être scellé avec Hitler. Mais ces principes-là, j'aurais pu prendre d'autres textes des années 20, on a exactement les mêmes discours, mais là je l'avais sous la main et donc j'ai pris celui-ci. Regardez ce qu'il dit. Mussolini parle des choses dont il veut se débarrasser dans son discours. Et il parle donc du grand naufrage des principes wilsoniens, donc le droit des peuples. Et un peu plus loin, il y a cette phrase que j'ai isolée. Pour nous, fascistes, habitués à examiner froidement les réalités de la vie et de l'histoire, une autre illusion que nous repoussons, c'est celle qui se nomme la sécurité collective. La sécurité collective n'a jamais existé, elle n'existe pas, elle n'existera jamais. Un peuple viril réalise dans ses frontières sa propre sécurité et refuse de confier son avenir aux mains suspectes de l'étranger. Vous voyez, dès avant le tournant de 1936, on a déjà une politique étrangère qui est marquée par des principes particuliers du fascisme en matière de relations internationales. Et du coup, après la conquête de l'Éthiopie, donc après 1936, l'impérialisme et le bellicisme du régime s'accentuent. Vous le savez, Mussolini a décidé de faire intervenir des troupes en Espagne pour aider le camp des nationalistes de Franco contre les républicains. Et j'ai vérifié,
il a envoyé 76 000. Il y a un corps de volontaires, la volontaire entre guillemets, parce que ce n'était pas de vrais volontaires. 76 000 soldats italiens ont combattu aux côtés de Franco. Alors, des hommes, des armes, de l'aviation, etc. Ils ont bombardé des villes comme Malaga dans le sud de l'Espagne. Les réfugiés, les gens de Malaga qui partaient ont été bombardés par l'aviation italienne, etc. Donc, il y a eu vraiment des massacres de masse qui ont été commis par ces troupes italiennes. Et alors, envoi d'armes de troupes, alors il s'agit donc de, bien sûr, il y a une ambition là de dominer, en tout cas d'avancer ses pions, si je puis dire, en Méditerranée occidentale, mais aussi un objectif idéologique, soutenir le camp des dictatures, contre le camp des démocraties. Ambition aussi hégémonique en Méditerranée. Alors en Méditerranée, là, le fascisme a cherché à contester les positions alors à la fois françaises et britanniques qui dominaient jusque-là la Méditerranée. Alors, bien sûr, c'est pour récupérer des territoires de la part de l'Italie, des colonies, mais aussi c'est pour acquérir une hégémonie, imposer son hégémonie en Méditerranée. Et là, on a convoqué le souvenir de l'Empire romain, vous le savez, et de la notion du mare nostrum qu'on a cherché à rétablir, ou comme disait aussi Mussolini, faire de la Méditerranée à nouveau un lac italien. Alors, contre la France, on a eu des discours très agressifs dès la fin des années 30, dès avant la guerre, fin 38 par exemple. Il y a des discours de Mussolini relayés par la presse qui revendiquent la Tunisie, qui revendiquent à l'Italie la Tunisie, mais aussi la Corse, mais aussi la Savoie, mais aussi Nice, le comté de Nice, décembre 38. Il y a d'ailleurs là une rupture des relations diplomatiques entre les deux. Contre les Anglais, on essaie d'affaiblir aussi les positions britanniques en Méditerranée orientale, en Égypte également. Et, je le signale parce que j'avais travaillé dessus il y a quelques temps, pour affaiblir les positions coloniales françaises et britanniques en Méditerranée, les fascistes ont mené une politique de soutien aux mouvements nationalistes arabo-musulmans d'Afrique du Nord, mais aussi de Méditerranée orientale. Alors, quelques exemples. Le fascisme italien a soutenu le néo-despour de Bourguiba, qui luttait pour l'autonomie, pour l'indépendance de la Tunisie contre la France, soutien donc par les discours, envoi d'argent et d'armes. Pas d'armes lourdes, mais d'armes quand même. Bourguiba a été armé en partie par le fascisme italien. Autre exemple qui est peu connu, c'est Chekib Arslan. J'avais travaillé sur lui parce que lui, c'est un Syro-Libanais. Fait partie de la Syrie qui était sous mandat français, un mandat de la SDN. Et comme c'est un mandat de la SDN, les Syro-Libanais avaient une représentation à Genève, auprès de la SDN. C'est Chekib Arslan qui était le représentant des Syro-Libanais à Genève, et il avait une revue, La Nation arabe, dans laquelle il menait une propagande, il faisait une propagande, si vous voulez, voilà, pan-arabe, pan-islamique, et il a été soutenu, lui aussi, retrouver des lettres, des échanges, etc. Il a été lui aussi soutenu financièrement par le régime fasciste. Enfin, dernier exemple, le régime fasciste a ouvert une radio à Bari, dans les Pouilles, qui émettait en direction du monde arabe, en langue arabe, donc émission politique et culturelle en langue arabe, toujours cette idée de soutenir les sentiments nationalistes, les mouvements nationalistes contre les métropoles françaises et britanniques. Alors, donc, vous voyez une politique étrangère qui devient de plus en plus agressive. Et en 1939, on arrive encore à un degré supplémentaire, puisque là, on passe aux actes. En avril 1939, ça aussi, c'est un peu oublié, l'Albanie a été annexée par l'Italie fasciste. Et puis, un mois plus tard, est signé le pacte d'Acier. Alors, ce pacte d'Acier, c'est une alliance militaire entre l'Allemagne et l'Italie. C'est plus laxe. On va plus loin, là. Ça suppose que si un des deux alliés entre en guerre, l'autre entrera en guerre à ses côtés. Donc là, il y a un engrenage militaire qui se met en place. Dernier point sur cette politique étrangère, elle est aussi, je vous ai dit, elle est sous-tendue par une élaboration idéologique. Là, je vais vous montrer que ce ne sont pas uniquement des ambitions territoriales, etc. C'est pensé et ça repose sur un socle idéologique. En effet, cette politique est sous-tendue par des projets de domination extérieure qui sont élaborés, des projets élaborés par des experts, des groupes d'experts qui sont des géographes, des géopolitologues, des historiens, qui écrivent dans des revues ou qui participent à des instituts, qui sont membres d'instituts. Alors, un des plus fameux, c'est l'Istituto di Studi per la Politica Internazionale,
l'ISPI de Milan, qui est créé en 1934 et qui existe toujours. Qui existe toujours, pourtant créé par le fascisme. Et alors là, dans ces milieux-là, géographes, etc., historiens, on élabore des projets pour bâtir une nouvelle civilisation fasciste. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de bouleverser les relations internationales, enfin, l'ordre européen de l'après-Première Guerre mondiale, celui qui a été bâti par les Français, les Anglais, etc., mais balayer aussi la sécurité collective et la SDN pour réorganiser les relations en Europe au profit de deux puissances, allemandes et italiennes. Alors, à l'Allemagne, on lui laisse l'hégémonie en Europe du Nord et de l'Est, et l'Italie, elle veut établir une hégémonie en Europe méditerranéenne et en Afrique. Et on estime que comment est-ce on pense réorganiser? Donc, au sommet, il y aurait, en Europe méditerranéenne et en Afrique, il y aurait l'Italie, qui dominerait, et elle sera entourée d'un premier cercle d'États, alors autonomes sur le plan intérieur, mais dépendants de l'Italie sur le plan diplomatique, militaire, sur le plan des relations commerciales. Ce serait le cas de la France, auquel on retirerait au passage des territoires. Et puis il y aura un autre cercle, un deuxième cercle, qui serait les colonies, où là les populations, donc l'Empire italien, où là les populations seraient des populations sujettes, seraient soumises à une suggestion. Voilà, donc ce que je veux, sur quoi je veux insister qui est important, c'est que l'entrée en guerre contre la France en juin 1940, vous le voyez, c'est pas seulement, ça a été bien sûr le fruit d'une politique opportuniste, comme le rappelait hier dans leur documentaire, les deux intervenants. Bien sûr que Mussolini a voulu s'asseoir, profiter de la défaite française face à l'Allemagne pour s'asseoir à la table de négociation, récupérer les miettes du gâteau allemand, si je puis dire. Mais vous le voyez, alors bien sûr, il y a une part d'opportunisme, mais c'est aussi l'aboutissement d'un projet de politique extérieure d'un régime totalitaire. La dimension totalitaire, et notamment l'accélération totalitaire fasciste, aboutissent, je dirais, pratiquement inévitablement à l'entrée en guerre en juin 1940. Je vais vous citer un extrait du journal de Ciano. Vous devez le connaître, c'était le gendre de Mussolini et c'était le ministre des Affaires étrangères du fascisme entre 1937 et 1943. Il a laissé un journal qui a été publié, donc il a pris des notes, il a été publié après la guerre. Son journal a été retrouvé et publié, donc c'est une source précieuse et rééditée, je l'ai cité à la fin de la bibliographie, rééditée récemment avec un appareil critique, etc. Je vais prendre le 10 juin 1940, vous lire un court extrait, le 10 juin 1940, donc c'est le jour de l'entrée en guerre de l'Italie. Il reçoit bien sûr André-François Poncet à Rome, dans son ministère, pour lui signifier. Donc, François Poncet, c'était l'ambassadeur français en Italie, à Rome. Et bien sûr, il le reçoit pour lui signifier que l'Italie entre en guerre contre la France. Et ce qui m'intéresse, c'est la réaction c'est ce que dit François Poncet, pour illustrer mon propos. Voilà. Je cite quelques lignes, ce sera rapide. Après avoir écouté la déclaration de guerre, donc c'est Ciano qui parle, il a répliqué, donc François Poncet a répliqué. C'est un coup de poignard, à un homme déjà à terre. Je vous remercie cependant d'avoir employé un gant de velours. Donc là, c'est François Poncet qui parlait. Et puis, Ciano reprend la plume et il dit, il a continué en disant qu'il avait prévu tout cela depuis 2 ans et qu'il n'avait plus espéré l'éviter, donc l'entrée en guerre d'Italie, depuis la signature du pacte d'acier qu'on a évoqué, celui de Maître. Donc vous voyez que c'est bien l'aboutissement d'une politique extérieure de type totalitaire qui a été menée depuis plusieurs années. Alors, malgré tout, donc l'Italie est en guerre en juin 1940, malgré tout, est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions? Non. On a un régime fasciste, et il y a une contradiction, bien sûr, entre ce que je viens de vous dire et puis le projet est bien totalitaire, les actions sont bien de nature totalitaire, mais c'est un régime fasciste qui n'a pas les moyens de ses ambitions, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je ne vais pas le dérouler, mais je prends les thèmes les uns après les autres. Première raison, c'est lié à l'impréparation financière et militaire de l'Italie en 1940. En fait, les finances ont été grevées, les finances italiennes ont été grevées par la guerre d'Éthiopie, qui a représenté un coût énorme. Cette guerre d'Éthiopie, l'Italie a envoyé une armée pléthorique,
500 000 hommes, hein, un armement lourd, y compris des armes chimiques, hein, qui ont été utilisées pendant la campagne entre l'automne et le printemps 36, et ça a été difficile, 9 mois. Vous voyez, une puissance européenne pour vaincre un pays africain, plus de 9 mois. En fait, ça a été compliqué, cette guerre d'Éthiopie. Et puis, après la prise d'Addis Abeba en mai 36, la guerre n'est pas finie. Il y a des résistances. Hein. J'en veux pour preuve le général Graziani, qui était le gouverneur de l'Éthiopie, il a été victime d'un attentat en 37, hein, perpétré par la résistance éthiopienne. Donc, il y a encore une résistance et du coup une répression. Et cette répression contre une résistance éthiopienne a fait entre 35 et 41 environ 200 000 morts. 200 000. Vous voyez, donc l'Italie a dû mettre des moyens considérables pour conquérir et ensuite pour maintenir sa domination en Éthiopie. Il y a l'expédition ensuite en Espagne, je l'ai dit, 75 000 hommes. C'est considérable, ça a coûté extrêmement cher. Donc l'armée italienne n'est pas prête en 39-40. Et d'ailleurs, quand l'Allemagne déclare la guerre à la Pologne le 1er septembre, l'Italie aurait dû entrer en guerre aux côtés de son allié. Et en fait, Mussolini sait qu'il ne peut pas. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a présenté une liste de besoins en matériel militaire à l'Allemagne en lui disant « je ne rentrerai en guerre que si vous me donnez tout ce matériel ». Mais il y en avait tellement, les Allemands, bien sûr, ne pouvaient pas répondre aux demandes de Mussolini. Donc, ça a justifié la position de non-belligérance de l'Italie pendant 9 mois. Là aussi, j'évoque rapidement c'est très court, mais c'est très significatif, ce que dit Ciano dans son journal. Alors là, c'est le 4 septembre 1939. C'est juste après l'entrée en guerre de l'Allemagne contre la Pologne et de la France et de l'Angleterre contre l'Allemagne. Il évoque Favagrossa, alors, peu importe, c'était le sous-secrétaire d'État à la production de guerre dans le ministère de Mussolini, donc il sait de quoi il parle. Et Ciano dit que Favagrossa a déclaré ce soir qu'il s'estimerait déjà heureux si nos réserves actuelles nous permettaient de combattre pendant 3 mois. Donc le sous-secrétaire d'État à la production de guerre estime que l'Italie ne peut pas combattre, n'est pas en mesure de combattre plus de 3 mois. Autre exemple, c'est le 11 mai 40. Donc c'est après l'attaque de l'Allemagne contre la France. Hein, voilà ce que dit Ciano. Le 11 mai 40, il évoque Mussolini. Ici, rien de nouveau. Aujourd'hui, Mussolini est moins belliciste qu'hier, parce que Mussolini piaffait d'impatience, il voulait entrer, et Ciano, en fait, le freinait. Il avait conscience que ça serait une erreur. Et donc, Mussolini est moins belliciste qu'hier et plus disposé à attendre. Il semble que l'état-major général lui a donné fort opportunément une douche froide en ce qui concerne nos possibilités militaires actuelles. Voilà. Donc, l'Italie n'est pas prête sur le plan militaire. Et d'ailleurs, vous le savez sans doute, en fait, l'Italie préparait une exposition universelle qui devait se tenir à Rome en 1942. Donc, dans les plans des fascistes, de Mussolini, il n'y avait pas de question de prévoir une guerre avant cette date-là. Deuxième raison, oui, l'Italie, dans l'alliance avec l'Allemagne, elle est subordonnée. Quand les Allemands entrent à Prague en mars 1939 et qu'ils démantèlent la Tchécoslovaquie, lorsqu'ils signent le pacte avec l'URSS en août 1939, le pacte germano-soviétique, lorsque l'Allemagne entre en guerre contre la Pologne en septembre 1939, l'Italie n'est jamais informée, n'est jamais tenue au courant à l'avance. Vous voyez, donc l'alliance, elle se fait au profit de l'Allemagne et l'Italie n'a qu'une position subordonnée. Là aussi, j'ai plus le temps de citer Ciano, mais Ciano déplore cette subordination de son pays vis-à-vis de l'Allemagne et met en garde à plusieurs reprises Mussolini sur ce point. Par ailleurs, ça va vous surprendre sans doute, peut-être, mais le régime fasciste n'a pas un contrôle total sur l'institution militaire. Le chef suprême des armées, c'est le roi, et ça reste le roi. Et Mussolini, à plusieurs reprises, a tenté, en 1938 et en 1940, je citerai seulement la deuxième tentative, il a tenté de s'attribuer le commandement suprême des forces armées, alors, surtout en 1940, parce que la guerre est déclarée, il dit au roi, c'est moi qui l'ai commandé. Le roi lui dit non, il refuse. Ils ont dû trouver un compromis. Il a dit à Mussolini, vous avez le commandement des troupes en opération. Mais moi, le roi, je garde le commandement suprême. Donc, Mussolini n'a pas l'institution militaire à sa main en 1940. Et puis enfin, dernier point, c'est le consensus intérieur
qui avait été bâti patiemment jusqu'en 1936, en fait, il se lézarde à la fin des années 30 parce que le durcissement totalitaire que j'ai évoqué, il a provoqué des réticences croissantes dans la population, notamment concernant les initiatives extérieures. Les Italiens ne comprennent pas pourquoi ce que les Italiens vont faire en Espagne. Ils ne veulent pas. Ciano le dit aussi, les Italiens sont méfiants des Allemands et ils ne comprennent pas pourquoi, ils n'admettent pas, ils n'approuvent pas leur rapprochement avec l'Allemagne. Donc ces initiatives extérieures sont mal comprises après 1936. Les lois antisémites, alors là, on le sait avec les travaux de Marianne Matar-Bonucci, elles ont été appliquées avec zèle par l'administration, relayées par la presse, etc. Là, il y a eu un antisémitisme très important, mais quelle acceptation de la population? Alors, pendant longtemps, on a cru que la population n'avait pas accepté, n'avait pas appliqué les lois. En fait, on revient là-dessus en disant que c'est plus compliqué que ça. Il y a des Italiens qui les ont appliqués, qui ont dénoncé les Juifs, etc. D'autres qui ont été réticents, mais malgré tout, dans certains secteurs de l'opinion, ça suscitait là aussi des réticences. Bref, un consensus qui se lézarde. Et puis enfin, la population italienne, en juin 1940, ne veut pas de l'entrée en guerre. Je citerai une dernière fois Ciano à la page, c'est le jour de l'entrée en guerre. On avait entendu hier les extraits du discours de Mussolini à son balcon du palais de Venise. Voilà ce que dit Ciano, donc le soir du 10 juin. Je cite, Mussolini parle du balcon du palais de Venise. La nouvelle de notre entrée en guerre ne surprend personne et n'éveille pas un enthousiasme excessif. C'est un euphémisme. En fait, les Italiens n'en veulent pas. Ils sont plus que réticents. Et lui-même, Ciano, qui est pourtant ministre de l'étranger, il ajoute « Je suis triste, très triste, l'aventure commence, que Dieu assiste l'Italie. » Voilà, 2 mots de conclusion pour vous dire que j'espère vous en avoir convaincu, la dimension totalitaire du fascisme a déterminé en grande partie la politique étrangère du régime dans ses principes, dans ses méthodes, dans ses initiatives, et donc l'entrée en guerre en juin 1940, c'est bien l'aboutissement d'une dynamique totalitaire. Or, paradoxe, si vous voulez, paradoxe parce que c'est la guerre qui va perdre le régime. La guerre va perdre le régime parce que ça a été pour l'Italie synonyme d'échecs militaires successifs. L'Italie, je l'ai dit, n'avait pas les moyens de ses ambitions, parce que puissance moyenne, parce qu'un servie à l'Allemagne, parce que consensus intérieur qui se lézarde, etc. Donc la bataille des Alpes, un échec. L'intervention en Grèce à l'automne 1940, nouvel échec. Intervention en Croatie dans les Balkans, nouvel échec. En Afrique du Nord, échec. Et à chaque fois, vous le savez, ça a été Hitler qui a été obligé de voler au secours de son allié italien. Et puis jusqu'à ce qu'en juillet 1943, début juillet, les alliés anglo-américains débarquent en Sicile. Et donc ça a suscité des craintes, bien sûr, auprès des autorités fascistes. Et c'est, vous savez, le Grand Conseil du fascisme qui, le 25 juillet 1943, décide de déposer, de renverser Mussolini. Mais c'est la conséquence, là, des échecs militaires successifs. Et puis, après ce premier renversement de Mussolini, la situation de l'Italie va s'aggraver puisqu'elle va devenir, à partir de septembre 1943, le théâtre même des combats. Donc finalement, une guerre qui est dans la logique de cette dynamique totalitaire, mais une guerre qui va emporter le régime fasciste. Voilà, je termine par quelques références bibliographiques, des ouvrages que j'ai cités au cours de mon propos. Donc Ciano, c'est une source. Son journal politique a été réédité en édition de poche. Et puis, en biographie, donc j'ai cité De Felice, là, le 5e volume de sa biographie de Mussolini. Donc, elle est en italien, mais elle a été traduite. Alors, ce ne sont que 3 chapitres. Le livre a été traduit en partie seulement, 3 chapitres, sous ce titre, Le fascisme, un totalitarisme à l'italienne, en 1988. Donc, on trouve ce livre pour partie en français. Je me suis permis de me citer, puisque je travaille sur ces questions-là d'historiographie et d'enjeux de mémoire à propos du fascisme, notamment italien. Et puis, Gentile, bien sûr, il est important. Et lui est beaucoup traduit en français, donc ça, c'est important et c'est bien. Notamment, vous avez un petit livre de poche, Qu'est-ce que le fascisme, histoire et interprétation,
en folio Gallimard 2004, et puis un livre plus ample, si je puis dire. Donc ça s'appelle la voie italienne au totalitarisme. C'est la formule que j'avais reprise. Le parti et l'État sous le régime fasciste, donc d'Emilio Gentile. Voilà, je vous remercie. Et il est quelle heure? Voilà, il est 32, donc ça fait 1 heure à peu près. On nous reste un peu de temps pour les questions et le débat. Merci beaucoup, Olivier, pour cette passionnante conférence. Je pense que je suis pas seul, hein, beaucoup appris et ça a balayé quelques idées reçues peut-être que l'on a gardées. Et puis, ça a rappelé mes cours de licence, donc c'est toujours agréable. Des questions, il y en a. On va les prendre dans l'ordre, si tu veux. Peut-on dire que la désillusion suite au traité de Versailles en 19 auprès des Alliés puisse être à l'origine du fascisme italien? Alors, effectivement, c'est un des facteurs. C'est pas le seul. Mais c'est un des facteurs, bien sûr. Hein. Alors, attention, avec l'Italie, c'est pas le traité de Versailles, en fait, parce que vous le savez, il y a eu plusieurs traités de paix qui ont réorganisé l'Europe après la guerre. Et le traité de Versailles, c'est avec l'Allemagne seulement. Et pour l'Italie, c'était le traité avec l'Autriche. Et c'est le traité de Saint-Germain-en-Laye. C'est celui-là qui a intéressé l'Italie. Et effectivement, là, il y a eu une frustration. Hein. Vous savez, l'Italie est entrée en guerre du côté de la France et de l'Angleterre. Et il y a eu des promesses pour que l'Italie bascule du côté des Français et des Anglais en 1915 seulement. Il y a eu des promesses qui ont été faites, il y a eu un pacte de Londres qui avait été passé, promettant alors à la fois ce qu'on appelle les terres irrédentes, donc c'était l'Istrie, c'était le Trentin, c'était les villes des côtes de Dalmatie, et puis c'était aussi des colonies. Les Anglais et les Français avaient promis tous ces territoires à l'Italie si elle entrait en guerre à leur côté. Or, lors du traité de Saint-Germain-en-Laye, effectivement, c'est surtout les Anglo-Saxons qui se sont opposés, notamment Wilson qui a refusé de donner toutes les terres irrédentes réclamées au nom du droit des peuples, justement, parce qu'il y avait des territoires qui étaient plutôt peuplés de majorité slave, et donc ils n'ont pas été donnés à l'Italie. Et donc, également, là, alors ça c'est la responsabilité des Français et des Anglais, qui se sont partagés à eux deux seuls les colonies allemandes, les anciennes colonies allemandes, et qui n'ont rien donné à l'Italie. Donc là, il y a une frustration. Il y a vraiment une frustration à tel point qu'on parle de victoire en Italie, mais de victoire mutilée. Et ce thème de la victoire mutilée, bien sûr, qui suscite un fort nationalisme, vous voyez, vengeur. Et donc, bien sûr que les fascistes ont instrumentalisé, ont récupéré ce thème de la victoire mutilée dans leur discours, et ça a été un de leurs arguments, bien sûr, qu'ils l'ont instrumentalisé pour accroître leur audience, et puis ensuite pour parvenir au pouvoir. Et tout au long de l'entre-deux-guerres, effectivement, l'Italie fasciste sera dans le camp qu'on appelle des États révisionnistes, qui veulent réviser les traités de paix de 1919. Mais, donc c'est un facteur important, tout à fait, vous avez parfaitement raison. D'autant plus important aussi que ça a incité des gens qui étaient simplement, entre guillemets, nationalistes, oui, à soutenir les fascistes. Qui n'étaient pas fascistes au départ, mais qui se sont retrouvés soutenir le régime parce qu'ils reprenaient les thèmes nationalistes et de revanche à l'égard des traités de paix. Mais il y a d'autres facteurs aussi. Il y a d'autres facteurs, il y a le phénomène de brutalisation de la Première Guerre mondiale, hein, c'est-à-dire qu'on s'est habitué à la violence et du coup les anciens combattants n'arrivent pas à se réinsérer dans la société, ils veulent continuer à utiliser la violence en politique. Pour ça, c'est un facteur important. Il y a aussi une crise économique et sociale qui est terrible. En Italie, la guerre, en fait, elle a considérablement fragilisé l'Italie qui avait déjà des problèmes économiques et sociaux avant 1915, et elle exacerbe ces problèmes socio-économiques. Et donc, il y a des mouvements il y a du chômage, il y a des mouvements de protestation sociale dans les campagnes. On manque de terre dans les villes, les ouvriers également se mettent en grève. Et il y a des risques, il y a des grèves révolutionnaires à Turin, par exemple, dans les usines Fiat. Et donc, ça provoque la peur de l'avènement d'un régime de type bolchevique. Et donc, l'anticommunisme, ça va être un autre levier aussi qui va expliquer que va utiliser le fascisme, qui va récupérer le fascisme et qui va expliquer en partie son arrivée au pouvoir. Vous voyez, crise économique sociale, anticommunisme, ça a été aussi des facteurs très très importants. Et puis le dernier, le troisième si vous voulez, c'est
c'est la fragilité du régime politique italien, hein, qui connaissait des dysfonctionnements vraiment très profonds. Vraiment et là aussi, la Première Guerre mondiale, elle vient accentuer des dysfonctionnements du régime politique italien qui était une monarchie constitutionnelle, mais qui fonctionnait très mal. Donc la guerre accentue ces dysfonctionnements et on a une instabilité mais chronique. Après la Première Guerre mondiale, on ne trouve plus de majorité, on a un gouvernement tous les 3-4 mois. Et là, bien sûr, et ça dure jusqu'en 22, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Et donc, bien sûr, ce contexte-là, on n'a pas de majorité stable au Parlement, le Parlement renverse fréquemment les gouvernements, et donc, bien sûr, on a une classe politique qui est coupée qui ne peut pas rétablir la situation, qui est coupée des masses, et ça, le fascisme aussi a profité, si je puis dire, hein, a su utiliser ce contexte d'instabilité politique très très forte pour parvenir au pouvoir. Donc il y a plusieurs facteurs, hein, comme toujours et comme souvent en histoire, mais vous avez raison, c'est vrai que la volonté de prendre une revanche sur les traités de paix de la Première Guerre mondiale et de réviser ces traités de paix, ça a été un facteur important, ça a été un des facteurs de l'avènement au pouvoir de Mussolini. Merci pour cette réponse. Une autre question concernant toujours un peu cette question, sa position par rapport à la SDN. Si rejet de la SDN il y a eu, pourquoi l'Italie a-t-elle participé à la construction du Palais des Nations à Genève? Et l'auditeur mentionne qu'il lui semble qu'il y ait eu un don important de marbre, donc une participation active de l'Italie. Alors, je ne saurais pas vous répondre précisément hein, sur la participation. J'ignorais, hein, j'avoue que j'ignorais hein, cette participation italienne à la construction du palais de la SDN. Par contre, ce qui est sûr, hein, c'est que, à la fois sur le plan idéologique, on a une idéologie fasciste en matière de relations internationales qui est vraiment antinomique avec les principes hein, de la SDN, donc sécurité collective, négociation entre les États pour éviter les conflits, égalité entre les États membres. Donc là, on a vraiment des principes antinomiques. Mais alors, par ailleurs, dans les faits, c'est vrai que donc Mussolini récusait les principes, mais il n'a pas pu non plus, il n'avait pas les moyens d'ailleurs. Il a joué toutes les cartes. Donc, il n'a pas pu, dès après la prise du pouvoir, vous voyez, claquer la porte de la SDN, etc. Donc, il a essayé, tout en contestant les principes de la SDN, il a essayé d'en tirer le meilleur parti, et quand il pouvait, c'est vrai qu'il a participé au fonctionnement de la SDN, mais pour essayer d'en tirer le meilleur parti, pour en faire profiter les intérêts italiens. Mais dès le départ, par contre, ces principes sont mis en cause. Par exemple, dès 23, il y a une affaire à Corfou, hein, sur l'île grecque, et il y a justement une opposition entre des représentants de la SDN et l'Italie pratique la politique du fait accompli, etc., et fait plier les instances de la SDN sur cette affaire de Corfou. Donc dès 23, vous voyez, on a une remise en cause, hein, alors qu'à ce moment-là, la SDN fonctionne assez bien, hein, c'est dans les années 20. Donc à ce moment-là, dès le début, si vous voulez, de l'arrivée au pouvoir du fascisme, il y a une contestation des principes de fonctionnement de la SDN. Mais c'est vrai qu'au cours de la période, le fascisme a joué aussi sur plusieurs tableaux. C'est vraiment ce qui va provoquer la rupture finale avec la SDN, c'est l'affaire éthiopienne. Lorsque la SDN adopte, sous la décision des Anglais et des Français, hein, les sanctions économiques contre l'Italie. Là, il y a une rupture ensuite irrémédiable. Mais jusqu'en 1936, Mussolini s'est joué aussi par opportunisme la carte de l'SDN. La question suivante, tu y as déjà répondu, mais peut-être c'est important d'insister. L'Italie ne cherche-t-elle pas tout simplement à faire comme les autres pays, à savoir se constituer un empire colonial dès le début du XXe? Le fascisme n'aurait-il finalement été qu'un moyen pour y arriver? Alors, ça c'est une bonne question aussi, et j'en ai pas parlé dans mon intervention, mais parce que je me suis dit j'aurais pas le temps, mais je pensais qu'on pourrait y revenir. Effectivement, et c'est un bon exemple, la politique coloniale fasciste, c'est un bon exemple, si vous voulez, pour illustrer le fait que le fascisme a à la fois repris des ambitions coloniales antérieures, celles de la monarchie de l'Italie de la fin du 19e, mais aussi
pas que. Hein, il a aussi imprimé sa marque particulière. Et il a une politique coloniale qui constitue une rupture avec ce qui existait auparavant. C'est-à-dire que, bien sûr, et d'ailleurs, la conquête de l'Éthiopie, en 35-36, c'est la volonté de prendre une revanche sur la défaite qu'on appelle d'Adoua, A-D-O-U-A, c'est en Éthiopie, et l'Italie avait tenté une première fois de conquérir l'Éthiopie en 1896, et elle avait été vaincue, donc sous la monarchie constitutionnelle. Fin 19e, elle avait été vaincue par l'empereur d'Éthiopie, ça avait été une humiliation pour l'Italie, donc Mussolini prend une revanche 30 ans plus tard, et donc il exauce, il réalise les ambitions italiennes, nationales et pas seulement fascistes, de conquête d'un empire colonial. C'est vrai, mais il a aussi introduit des méthodes nouvelles et avec des projets nouveaux en matière coloniale. J'en veux pour preuve la Libye. La Libye, donc elle est conquise, c'est une colonie pré-fasciste, conquise en 1911-1912. Et vous le savez sans doute, les Italiens, donc sous la monarchie constitutionnelle, les Italiens n'avaient conquis que les côtes, que quelques villes, Tripoli, etc. Et tout le reste de la Libye était échappé à leur contrôle. Et donc en 1920, pareil, l'Italie ne contrôle que les côtes, que quelques villes, et le régime libéral italien, la monarchie constitutionnelle, fait un projet veut quasiment, pour résoudre ce problème de la Libye et de la présence italienne est contestée, fait des réformes pour instaurer une sorte de self-government en Libye. Et puis 22, Mussolini arrive au pouvoir, donc la fin de ses projets d'autonomie interne accordée aux Libyens, il va reprendre les choses en main. Alors il attend un peu parce qu'il attend que son pouvoir à l'intérieur en Italie soit renforcé, et puis quand il a le pouvoir bien en main, il va pratiquer une répression, il y avait une résistance en fait en Libye qui venait d'une confrérie musulmane qu'on appelle les Sénoussis. Et à partir de 28, il a mis des moyens considérables pour éliminer cette résistance Sénoussi. Et donc en 3 ans, entre 28 et 31, il a perpétré une répression de masse avec l'utilisation de camps de concentration en Libye pour y interner des civils. On estime que la répression en Libye aurait fait 100 000, 150 000 morts sur une population libyenne qui était toute petite, 800 000, pas plus, 1 million maximum. Vous voyez, c'est de l'ordre du 10-15% de victimes. Vous voyez, donc ça, c'est une méthode que n'aurait jamais, vous voyez, nouvelle. Ce sont des méthodes proprement fascistes, avec un projet proprement fasciste d'élimination complète de la résistance et de mainmise complète sur la Libye. Pareil, après 1936, je l'ai dit, introduction des lois raciales, donc d'un racisme d'État en Afrique. Et donc, on a classé les populations, toute une hiérarchie. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de développer, mais même à l'intérieur de l'Empire, il y a des populations noires, donc africaines, noires, en Éthiopie, Somalie, Érythrée, mais il y a aussi des Arabes en Libye. Et donc, on fait des hiérarchies. Les Arabes ont un statut supérieur aux Éthiopiens, aux Somaliens, qui eux sont vraiment des sujets. Vous voyez, et ça, ce classement racial, à fondement racial, c'est proprement des principes et des méthodes fascistes. Vous voyez, donc là, à la fois, certes, on peut dire qu'effectivement, le fascisme a exaucé, a réalisé les ambitions coloniales de l'Italie qui étaient là depuis le 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est ce que lui vaut le soutien massif des Italiens lorsqu'il conquiert, il prend la revanche sur l'Éthiopie. Mais il a introduit aussi des principes, des méthodes nouveaux, le racisme, et puis des méthodes de violence inouïes, avec camps de concentration, répression de masse, etc. Je vous l'ai dit, en Éthiopie aussi, la conquête de l'Éthiopie, il a utilisé les gaz, donc les armes chimiques. Et pourtant, l'Italie avait signé une convention de Genève interdisant les armes non conventionnelles. Donc, voilà. Donc, voilà. Okay. On retrouve les deux. Vous voyez, les deux, reprise d'ambition nationale, mais aussi méthode. Et ça, c'est la marque, encore une fois, d'un régime fasciste totalitaire. Ok. Question, alors qui pour moi est très pointue. Quelle est la politique fasciste vis-à-vis du royaume de Yougoslavie? Mussolini était-il au courant du pacte, excusez-moi pour la prononciation, Molotov-Ribbentrop? Alors, le pacte Molotov-Ribbentrop, là, on est,
c'est pas la Yougoslavie. Ce sont deux questions différentes ou C'est posé par le D'accord. même auditeur, mais peut-être que c'est deux questions différentes, oui, posées l'une après l'autre. Sur le royaume de Yougoslavie, il y a oui, il y a une thèse là-dessus, hein, d'une collègue de Chambéry, hein, qui s'appelle Madame Nardelli Malgrand, hein, qui a étudié la politique fasciste dans les Balkans, hein, dans l'ex-Yougoslavie. Il y a une volonté, alors je ne connais pas le détail, hein, pour être tout à fait honnête, de cette politique italienne dans l'ex-Yougoslavie avant la guerre. Hein. Je sais qu'il y a une volonté d'intervention, de mainmise, etc. Ça c'est certain. D'autant que, et éventuellement de démantèlement de ce royaume yougoslave qui déjà connaissait des tensions internes, hein, dès l'entre-deux-guerres. D'autant que, voilà, lorsqu'il conquiert l'Albanie, hein, j'ai dit, il y a une annexion de l'Albanie. En fait, lorsque la guerre sera déclarée, l'Albanie va être soutenue sous domination italienne, va conquérir une partie des territoires peuplés de musulmans de l'ancien royaume de Yougoslavie. Donc l'Italie, le Kosovo, en fait. Et donc l'Albanie va s'agrandir. Alors certes, sous domination italienne, mais l'Albanie s'est agrandie au début de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, alors pendant la guerre, hein, lorsque l'Italie intervient, donc c'est en Croatie, ça a été oui, c'était une politique d'occupation en Croatie. Il y avait alors ça n'a pas fonctionné parce que c'est l'Allemagne qui a dû intervenir parce que l'Italie était en difficulté, mais il y a une volonté là d'hégémonie et après la partition de la Yougoslavie, une volonté d'en annexer une partie des territoires. Alors sur le pacte Ribbentrop-Molotov, c'est ce que dit Tchano, non, ils sont comme pour l'entrée en guerre, la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Pologne, ils ne sont pas au courant. Hein, c'est une stupeur. C'est une stupeur et à la fois, il y a à nouveau une humiliation pour Mussolini et pour les fascistes. Parce qu'ils avaient signé un pacte donc, militaire avec l'Allemagne, le pacte d'Acier. Or, leur allié ne les prévient pas, les tient dans un mépris. Et ça, Tchano en a conscience. Hein, il le dit bien à Mussolini. Il était hostile, hein, à cette alliance avec l'Allemagne. Il n'a cessé d'en alerter Mussolini sur les risques que cela contenait. Et oui, Hitler n'a pas informé l'Italie fasciste, et donc là, il y a un mépris qui est très très mal ressenti parmi les autorités italiennes, et pourtant, Mussolini va faire l'erreur de vouloir entrer en guerre en juin 1940. Ok. Et justement, une autre question intéressante, c'est sur les oppositions et notamment les oppositions politiques à Mussolini. Est-ce qu'il y en avait une et est-ce qu'elle provenait notamment des universitaires et des intellectuels? Et je rajouterais, est-ce qu'il y a eu, on a compris une réticence des militaires, mais est-ce qu'il y a eu une opposition militaire? Donc opposition politique, notamment des universitaires et intellectuels, et je rajoute les militaires. Alors oui, sur l'opposition, il y en a une, hein, bien sûr, enfin il y en a plusieurs même. Il y a une opposition qui est forte dès le début. Hein. D'ailleurs, les gens que j'ai cités, la Amendola, etc., ils font partie des antifascistes. Hein. C'est ceux qui ont forgé l'objectif, la totalitaire, hein, ce sont les antifascistes. Donc il y a une opposition dès le début. Et d'ailleurs, avant que le fascisme prenne le pouvoir, il y a une forme de guerre civile en Italie. Ce qu'on appelle le biennio rosso, les années 1919-1920, il y a une vraie guerre civile et il y a des batailles de rue entre, pour aller vite, organisations de gauche, le Parti socialiste, Parti communiste, les syndicats, la CGIL, hein, la CGT italienne. Il y a les journaux de gauche, il y a des combats hein, de rue avec les squadres et donc les milices fascistes. Hein, donc on se cogne, on se tape, on se tue. Hein. Donc il y a une guerre civile et puis cette opposition, bien sûr, elle perdure toute la durée du fascisme. Mais alors elle peut rester, elle est encore légale jusqu'en 26. Donc il y a un parti communiste hein, qui est fondé par Gramsci et Togliatti, il y a un parti socialiste qui existe toujours, il y a le Parti démocrate chrétien, donc en tout cas l'aile gauche du Parti démocrate chrétien qui est aussi opposé il y a les républicains qui sont également un parti républicain qui est opposé à un parti libéral hein, qui est opposé au régime de Mussolini. Mais alors après 26, ces opposants sont interdits.
toute opposition est interdite, toute partie d'opposition, toute presse d'opposition sont interdites. Donc les opposants, les militants, soit ils restent en Italie, mais très souvent ils sont arrêtés, envoyés en confinement, etc. Soit ils doivent quitter, pour beaucoup, ils doivent quitter l'Italie et se réfugier dans les démocraties, notamment en France. Les universitaires intellectuels doivent aussi universitaires, choisir. intellectuels, c'est vrai. Alors, attention, ces universitaires, en fait, beaucoup en sont restés. Beaucoup sont restés. Alors, je dis, tous n'étaient pas fascistes, mais beaucoup ont accepté parce que les universitaires devaient prêter serment au régime à partir des années 30, et beaucoup l'ont fait. Y compris d'ailleurs, c'est terrible à dire, mais en 1938, lorsqu'il y a les lois antisémites, donc les universitaires juifs sont exclus. Et certains, donc, non-juifs, en profitent pour leur piquer leur poste. Ouais. C'est terrible. C'est une addition. En fait, c'est une minorité d'universitaires qui a protesté contre les lois anti-juives, parce que beaucoup de juifs avaient des professions, avaient réussi dans les études, donc beaucoup étaient universitaires, professions libérales, et en fait, très peu d'universitaires italiens non-juifs ont protesté contre les lois antisémites. Par contre, il y a eu des militants politiques après 26, parmi eux, il y a eu des intellectuels, bien sûr, des journalistes universitaires, donc réfugiés en France, et qui en France ont reconstitué des partis d'opposition. Notamment, un des plus connus, c'est Rosselli. Rosselli qui a créé un mouvement qui s'appelait Justice et Liberté, Justitia et Libertà en 29, dans l'exil en France, Carlo Rosselli. Et c'est un militant, il a combattu en Espagne, il a soutenu le Front populaire en France. Il est allé combattre en Espagne en disant aujourd'hui, oggi à Madrid, en Espagne, et domani à Rome. Vous voyez, on bat le fascisme en Espagne en 1936 et pour ensuite aller battre le fascisme à Rome après la guerre d'Espagne. Vous voyez. Et Mussolini ne s'est pas trompé, il a fait tuer Carlo Rosselli en France par un groupe de fascistes français qui a été armé, financé par le régime italien. Donc il y a une opposition, c'est sûr, il y a une opposition, et qui d'ailleurs rentre en Italie. Lorsque Mussolini est renversé, les opposants rentrent en Italie parce qu'ils ne peuvent être rentrés, il n'y a plus de fascisme. Et quand l'Allemagne envahit l'Italie en septembre 1943 et que Mussolini restaure un régime fasciste dans le nord, la République de Salo, la République sociale, ces gens-là ont participé à la résistance en Italie. Et il y a une résistance très importante, effectivement, en Italie. Alors, donc ça, c'est les civils. Donc, il y a une résistance importante, à peu près autant qu'en France. Les estimations, c'est les militants vraiment qui ont résisté en 43-45, c'est 2-3% de la population, mais avec les sympathisants, on arrive à 10%. Donc, c'est des taux à peu près semblables à la France. Donc, une résistance importante. Alors, pour les militaires, il y en a une aussi, mais elle a été minorée, les actes de résistance. Alors, je parle de la résistance en 43-45, pendant la guerre, quand l'Italie est un théâtre de combat occupé par l'Allemagne. Il y a une résistance militaire. Par exemple, elle est bien connue, cette histoire, elle a été redécouverte depuis quelques années, ce qu'on appelle l'histoire de la division Acqui. Alors, elle était en Grèce. Donc, ce qui se passe, c'est que Mussolini est renversé en juillet 1943. Mais Hitler n'accepte pas son renversement et il le fait libérer en septembre. Et lorsque l'Allemagne occupe les 2/3 nord de l'Italie, il fait libérer Mussolini et il l'oblige à rétablir un régime fasciste dans le nord. Et là, à ce moment-là, pendant quelques temps, il y a un flottement. Si vous voulez, les militaires, il y avait des militaires italiens partout, des armées italiennes qui étaient sur tous les fronts en Europe. Et en fait, le gouvernement qui a succédé à Mussolini, qui était le gouvernement Badoglio, il change d'alliance en l'été 43. En septembre 43, il change d'alliance, il passe de l'alliance avec l'Allemagne à l'alliance avec les alliés anglo-américains. Et donc, les troupes italiennes ne savent plus ils n'ont pas reçu d'ordre sur que faire. Est-ce que désormais, on doit se battre contre les Allemands? Est-ce qu'on doit continuer à se battre contre les Américains? Ils ne savent pas. Ça a été une crise terrible en Italie. Et il y a quelques militaires, effectivement. Alors, la plupart des militaires ont été arrêtés par les Allemands. Ils ont été faits prisonniers, les militaires italiens ont été déportés en Allemagne. Et certains se sont dispersés, ont fui, mais d'autres ont refusé de se rendre. Et là, dès en septembre 1943, il y a une division en Grèce, la division Acqui, qui a résisté.
Et c'était, je crois, 10 000 hommes, hein, plus de 10 000 hommes, et ils se sont battus pendant une semaine contre les Allemands. Ils ont été tous éliminés, tous exécutés. Et ça marque le premier acte d'une résistance militaire, vous voyez, proprement militaire, au régime, à l'Allemagne et au régime fasciste de Salo, de Mussolini. D'accord. Donc il y avait une réforme militaire, mais qui n'a été reconnue que tardivement. Parce que la mémoire de la résistance qui a primé, comme en France, la mémoire construite par les communistes. Et du coup, ils ont même ignoré l'engagement résistant des militaires. Et cet engagement résistant n'a été redécouvert qu'à la toute fin du XXe. C'est très tard. Et notamment, c'est le président Ciampi, Carlo Azeglio Ciampi, qui a rendu hommage, parce que lui-même était un militaire, et lui-même a résisté. Ciampi, très important, président à la fin des années 90, et c'est lui-même qui allait rendre hommage à... je ne sais plus le nom de cette île où ils ont résisté, je ne sais pas Corfou, je confonds, mais en tout cas, c'est une île où l'armée italienne était présente en Grèce, une île de Grèce. Mais c'est près de Corfou, mais je ne sais plus, excusez-moi, j'ai oublié son nom, mais c'est là que, voilà, il a commémoré cet acte de bravoure des militaires italiens. Je ne connaissais pas, moi, ce détail qui est de taille. Hein, oui, c'est pas un détail, mais c'est important. Oui. Et puis aussi sur la question de la hiérarchie et que le roi restait le chef suprême des armées. Oui. Donc finalement, c'est le roi qui a déclaré la guerre. C'est le roi qui a déclaré la guerre. Tout à fait. Et il a fait d'ailleurs. Il a participé. Il a pris la tête. Il a commandé l'armée. Le roi Victor Emmanuel III. Alors ça n'a pas duré longtemps, mais en 40, il a pris la tête de troupes. Le roi Victor Emmanuel III. D'accord. Et oui, ça explique aussi alors que l'armée, effectivement, n'était pas une armée fasciste. C'est une armée royale. Et les officiers ils prêtent allégeance au roi. Voyez. Et donc, ça a favorisé, surtout après septembre 43, effectivement, ça a favorisé là aussi le basculement de certains militaires du côté donc ils sont restés du côté du roi et le basculement contre la présence allemande et contre le régime, la République sociale du Nord de Mussolini. Voilà, mais ça a été une mémoire qui a été longtemps, ignorée. Ouais, c'est intéressant cette mémoire militaire qui revient à la fin du XXe. Tout à fait. Et, une dernière question, c'était par rapport à l'avènement, la création, la construction d'un homme nouveau dans l'Italie fasciste. Est-ce que la guerre et du coup la possibilité de guerroyer peut accélérer cette construction de l'homme nouveau ou du moins l'achever? En tout cas, c'est ce qu'espérait Mussolini. C'est ce qu'espérait Mussolini. Toutes les interventions extérieures qu'il fait à partir de la guerre d'Éthiopie, c'est aussi pour, je vous le disais, mobiliser les populations et puis pour les mettre, pour concrétiser leur formation paramilitaire, les mettre devant le fait accompli en quelque sorte, retremper, comme il disait, la race italienne dans des conditions via la guerre. Et il constate en 40, je me suis trompé. J'ai malheureusement, il le dit, alors c'est en comparaison avec l'Allemagne, je n'ai pas eu le matériau, il parle de matériau. Le peuple italien n'a pas été un matériau qui était au niveau des espérances, qui répondait au niveau des espérances du fascisme. Avec ce peuple-là, je ne pourrais pas en faire surgir l'homme nouveau. Et ça, il le constate à la fin, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les échecs successifs. D'accord. Il y a une auditrice qui précise que ce dont tu mentionnais, le massacre de la division, c'est sur l'île de Cefaloni. C'est ça, pardon. Voilà. Merci beaucoup, Cefaloni, tout à fait. Merci madame. Bon, mes petits trous de mémoire. Merci beaucoup. Je te cite pas les nombreux remerciements qui viennent clore le chat. Donc, à mon tour et à notre tour de te remercier pour cette passionnante conférence qui, je pense, a permis de contextualiser cette entrée en guerre et de comprendre finalement la genèse, les origines de cet engagement italien dont on a parlé au début de la semaine. Donc, merci beaucoup Olivier pour cette contribution à ces conférences, à ces visions de conférences de l'AR8 IHEDN. Merci aux auditeurs et merci à vous les organisateurs. Voilà. Merci de m'avoir invité.
Merci à toi d'avoir accepté. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure avec des conférences consacrées aux origines de l'alpinisme militaire, puis ensuite aux questions de mémoire et enfin à un homme, le capitaine Bull. Et enfin, Philippe Barrière nous parlera des questions et des enjeux autour de l'enseignement de cette première bataille des Alpes. Voilà. Donc, il me reste une nouvelle fois à remercier Olivier Forlin et puis à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée et à très bientôt.